Les forces russes ont donc pris Kherson, ville de 290 000 habitants dans le sud de l'Ukraine. La situation se dégrade plus à l'est à Mariupol. Hier, des unités aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Et le pire est toujours redouté à Kiev. Une semaine après le début de la guerre, que sait-on de l'état des forces de part et d'autre? Quelles sont les capacités de l'armée ukrainienne et de l'armée russe? Bonjour Vincent Touré. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche à l'Observatoire des conflits futurs, attaché à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, depuis le début, tous les experts disent que la Russie a indéniablement une supériorité militaire dans cette guerre. Si l'on parle en termes d'effectifs, d'abord, sait-on combien d'hommes l'armée russe a-t-elle engagé dans cette guerre? Alors, sur les effectifs précis, c'est assez difficile d'avoir une estimation précise puisque il y a des mesures de sécurité de part et d'autre qui essayent donc de dissimuler leurs mouvements. Après, les taux, on parle plutôt de ratio. On est à plus de maintenant 60%, 70% des forces russes qui étaient à la frontière, donc prépositionnées devant l'Ukraine, qui seraient maintenant rentrées dans le pays. Voilà. Et en termes d'équipement, quels sont, en tout cas là, disons au moment où la guerre a été déclarée, enfin où la guerre a commencé, quels sont les moyens de l'armée russe? Parce qu'on parle beaucoup depuis une semaine de problèmes de logistique que rencontrerait cette armée. Tout à fait. Alors, si vous voulez, l'armée russe, d'ailleurs, par rapport à l'armée ukrainienne, il y a une extrême disparité, pardon, puisque pour l'instant, ce qu'on voit avant tout dans les images, les vidéos, etc., ce sont les troupes terrestres russes, donc les chars, les blindés. L'artillerie un petit peu, mais l'armée russe, c'est maintenant une aviation aussi qui est très puissante. On estime qu'il y a entre 400 et 500 appareils dans les districts militaires russes mitoyens à l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs une des grandes surprises dans nos analyses, c'est que jusqu'à maintenant, pour, à notre avis, une raison politique, une question de fausse évaluation du rapport de force, les Russes n'ont pas engagé l'entièreté de leur potentiel militaire. L'aviation russe recommence aujourd'hui à monter des opérations en Ukraine, mais elle s'est démarquée par son absence dans les premiers jours du conflit. Euh, Oui, c'est ce que Olivier Kampf nous parlait ici lundi matin d'une stratégie avec différents échelons, mhm. expliquant que la Russie, clairement, n'était pas du tout à son maximum au début, ce que vous nous dites aussi. Effectivement, peut-être parce qu'elle pensait que ça irait plus vite. Là, est-ce que là, on est en train de voir justement une escalade? Est-ce qu'on est en train de passer à un autre échelon? Nous, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période en fait un peu de suspension, de pause opérationnelle, parce que la première approche russe en Ukraine a échoué à obtenir ses résultats. Ils imaginaient une victoire très rapide qui leur aurait permis de prendre de vitesse les Ukrainiens et de les empêcher de se retrancher dans leur centre urbain. Et donc oui, aujourd'hui, on voit une réarticulation du dispositif et ce qui annoncera sûrement une réintensification en fait des opérations. Côté ukrainien, Vincent Touré, au moment où la guerre a commencé, quels étaient les moyens de l'armée ukrainienne, voilà, en termes d'effectifs, d'armes, d'équipements? Alors l'armée ukrainienne, c'est une armée qui était en pleine modernisation, restructuration depuis 2014. Pour vous dire, il y avait eu un changement majeur donc, parmi les chefs militaires de l'Ukraine décidé par Zelensky l'été dernier, où il avait changé la plupart des grandes têtes des états-majors. L'armée ukrainienne, c'est d'abord une armée qui est une armée de terre. C'est plus de 50% de ses effectifs. L'aviation ukrainienne, c'est une centaine d'appareils, mais qui sont tous hérités de l'époque soviétique, donc qui sont assez vieux. Et par contre, sa principale, enfin son dernier réservoir, si vous voulez, de puissance militaire, c'est sa mobilisation populaire. Voilà. Avec l'organisation notamment de milices de défense territoriale qui ont eu l'air d'avoir eu le temps de se mobiliser et donc de se retrancher dans les centres urbains, comme je disais tout à l'heure. Et ces jours-ci encore, voilà, des civils qui n'avaient jamais tenu d'armes et qui partent au combat, qui prennent les armes. Alors, on imagine que ça ne fait pas forcément la différence face à l'armée russe, mais il y a ce critère aussi de la volonté, du moral, dont on parle beaucoup. Ça compte véritablement.
Oui, alors vous avez 3 éléments qui sont intéressants dans ce que vous dites. C'est que, d'abord, il ne faut pas imaginer la majorité. On a eu beaucoup d'images où on voit des civils qui effectivement, se portent spontanément pour être armés, mais il faut comprendre que c'est un système de réserve. En Ukraine, vous avez de la conscription encore. Donc en fait, là, beaucoup de personnes qui sont armées aujourd'hui ont eu une expérience militaire dans leur vie, ils ont fait un service militaire. Mmh. Il y a d'ailleurs plusieurs strates dans la mobilisation ukrainienne. Vous avez des réservistes qui vont directement en fait renforcer les unités de l'armée régulière ukrainienne. Puis après, vous avez tout un système justement d'échelons, de strates différentes territoriales qui vont renforcer du coup les défenses du pays. Là où ce qui est très intéressant, c'est en fait à quel point les Ukrainiens ont réussi à gagner la bataille du récit, à gagner la bataille informationnelle, et, et le coup de Zelensky, enfin la réussite de Zelensky justement de galvaniser sa nation et d'obtenir des soutiens internationaux. Alors justement, il va y avoir des livraisons d'armes, notamment venues d'Europe. On sait que les pays souhaitent plutôt rester discrets sur le détail et sur les voies d'acheminement, et on peut comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, Vincent Touré, on imagine que ces armes ne vont pas forcément pouvoir arriver très vite. Et une fois qu'elles seront là, est-ce qu'elles peuvent vraiment faire une différence? Alors vous avez une assistance militaire technique et pour l'entraînement, par exemple, à l'Ukraine, qui date, notamment pour les Américains, excusez-moi, Je t'en prie. qui date pour les Américains de 2014. Et cette aide, si vous voulez, c'est d'abord des armes données pour l'infanterie, pour valoriser l'infanterie. Donc c'est les armes anti-chars, c'est les armes anti-aériennes. Les voies d'acheminement sont terrestres, sont aériennes. Là, je parlais pour les livraisons d'armes qui ont été annoncées, qui ont été décidées là très récemment. Voilà. Écoutez, les livraisons se feront là où elles pourront passer aussi. Oui, voilà. Oui. Ça dépendra notamment du degré de contrôle sur l'espace aérien ukrainien des Russes, qui pour l'instant est assez parcellaire. Mais nous avons toujours des frontières communes, hein. La Pologne et l'Ukraine sont côte à côte. On peut tout à fait, merci beaucoup, imaginer des livraisons du coup terrestres en fait. Et la question, c'était est-ce que justement ça peut faire une différence? Vous parliez tout à l'heure de guérilla, et effectivement, on dit beaucoup ça, que si l'armée russe entre dans les villes, on pourrait avoir une guérilla. On parle aussi parfois de guerre de partisans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors vous aurez, si le combat urbain ne sera pas une guérilla, vous aurez au niveau tactique, au plus bas échelon, si vous voulez, effectivement, ce seront des petits groupes de fantassins qui se dissimuleront dans les infrastructures, qui essayeront de prendre par surprise les colonnes russes qui avanceront. Mais si vous voulez, au niveau de l'échelle d'une ville, ce sera un combat de très haute intensité. Les combats urbains, ce sont sûrement les pires que la guerre peuvent créer, puisque vous avez un environnement qui est extrêmement hostile, qui, étant complètement artificiel, blesse les corps. Vous avez une concentration démographique qui fait que vous avez énormément de victimes collatérales. Là, si vous voulez, le pari ukrainien, c'est effectivement de pouvoir utiliser cette masse populaire qu'il a pu armer partiellement, et de l'ancrer dans cet environnement qui est extrêmement, en fait, qui aide profondément le défenseur, et de faire durer les combats. Voilà. Dernière chose, on a des bilans la Russie hier a publié un premier bilan de militaires russes tués dans cette guerre. On parle de 498 soldats tués. Le président Zelensky dit que ce sont près de 9000 Russes qui ont été tués. Quoi qu'il en soit, les bilans qui sont communiqués d'un côté comme de l'autre, ils sont à prendre évidemment avec énormément de distance et de précaution. Oui, tout à fait. Les chiffres russes sont, à mon avis, très sous-estimés. Les chiffres ukrainiens, on ne peut pas leur donner du crédit, puisque effectivement, comme vous le dites, les chiffres qui sont donnés, les vidéos que nous voyons, sont instrumentalisés. Une des choses, justement sur l'évaluation des chiffres et comment on reçoit ces données-là, il faut faire très attention à 2 éléments. Le premier, là, que je viens un peu de parler, c'est que pour l'instant, la guerre que nous voyons, c'est la guerre telle qu'elle nous est donnée par les Ukrainiens, c'est là où nous avons la masse de témoignages. Puisque les Russes envahissent leur pays, c'est là où nous les voyons progresser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut redonner des éléments de comparaison. Pour l'instant, vous êtes aux 7 jours du conflit, donc c'est le tout début et il faut attendre. Et on attendra effectivement, et on continuera à regarder ça et à demander des explications pour essayer de comprendre ce qui se passe. Merci Vincent Touré. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'Observatoire des conflits futurs, attaché à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci à vous.